Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.2, frottement solide. Donc l'exercice qui est considéré, ou la situation, c'est celle suivante. On a un sol qui est horizontal, et sur ce sol, on va lancer un pavé qui a une certaine masse petit m, avec une vitesse initiale v0. On va supposer qu'il y a une force de frottement qui agit sur le pavé. Cette force de frottement, c'est une force qui est évidemment opposée au mouvement, et on va supposer qu'on satisfait les lois de frottement de Coulomb, à savoir que quand le solide glisse sur le sol, à ce moment-là, on n'a que la norme de t est égale à la norme de la réaction normale que multiplie un certain coefficient petit mu. Voilà. Et on s'intéresse à calculer la distance au bout de laquelle le bloc va s'arrêter. C'est un exercice qu'on avait déjà fait d'ailleurs en résolvant explicitement grâce au deuxième loi de Newton le mouvement qu'on avait calculé, donc le x en fonction du temps, et on avait calculé quand est-ce que la vitesse s'annulait, on avait trouvé le temps t au bout duquel la vitesse s'annule, on avait réinjecté ce temps dans x de t, on avait trouvé la distance d'arrêt, qui était, vous vous rappelez, proportionnelle à v carré. C'est pour ça que c'était important dans les voitures de bien anticiper, parce que le temps d'arrêt croît avec la vitesse, donc plus on va vite et plus ça augmente quadratiquement. Donc on demande dans la première question de justifier que n, c'est-à-dire la réaction normale, la force, la composante normale de la force exercée par le sol sur le bloc, est égale à mg. Alors sur mon dessin ici, il va y avoir comme force qui agisse donc le poids, et puis cette fameuse réaction n. N et P font en fait partie de la même force, qui est la force exercée par le sol sur la masse m. Il y a une composante normale et puis une composante radiale qui est justement pas radiale, tangente, qui est la force de frottement. Alors pour montrer ça, c'est très simple. On sait que le bloc se déplace horizontalement, donc d'après la première loi de Newton appliquée verticalement, on sait que la somme des forces verticales doit être égale à 0, puisque verticalement, je n'ai pas de mouvement, donc j'ai un mouvement vertical à vitesse nulle, le z point, ou le vz, si je m'axe z vers le haut, est égal à 0, donc c'est une constante. Donc comme la vitesse verticale est constante, elle est même égale à 0, la somme des forces doit être égale à 0, projetée verticalement, c'est-à-dire n plus p scalaire z doit être égal à 0. Voilà. Sinon, on écrit quoi? Z point est égal à 0, et si je dérive, ça me fait que Z point point est égal à 0, et Z point point, c'est n plus p scalaire z sur la masse, d'après la deuxième loi de Newton. Mais bon, là j'ai besoin d'exploiter que la première loi de Newton. J'en déduis quoi? J'en déduis que n plus p doit être égal à 0. N est vers le haut, p est vers le bas, donc ça me dit que la norme de n, c'est simplement mg, puisque p c'est mgez. Ok, bon, j'ai montré que dans cette situation-là, on n'apprend jamais ça par cœur, mais dans cette situation, la réaction normale compense le poids. Attention, c'est pas toujours vrai, hein. D'accord? Là, c'est parce que c'est horizontal, etc. Et que les seules forces qui agissent, c'est celles qui sont représentées. Bon, question 2. On demande d'exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la distance d'arrêt. Donc là, effectivement, on va avoir un état initial. Donc vitesse V0 à l'origine, x égale à 0, on va mettre un axe des x ici. Hop. Et un état final, vitesse cette fois, elle sera égale à 0, c'est au moment où je m'arrête. Position, x égale le petit d qu'on cherche. D'accord? On cherche d. V0, ça c'est une donnée du problème, c'est connu. Donc là, mon théorème de l'énergie cinétique, je vais l'appliquer effectivement entre cet état initial, dont on connaît les caractéristiques, et l'état final, dont on sait que c'est quand je m'arrête. Voilà. Donc la variation d'énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique,
delta EC, ça doit être EC final moins EC initial. Et ça, je sais que d'après mon théorème, ça doit être à la somme des travaux des forces extérieures. Donc il y a trois forces qui agissent, comme on a dit. Il y a, donc avant d'écrire les trois forces, je vais d'abord écrire que l'énergie cinétique finale, bah, ça vaut 0 parce que j'ai une vitesse nulle. Ça, c'est la vitesse finale. L'énergie cinétique initiale, 1/2 de mv0 carré. Voilà. Donc travail des forces. Il va y avoir le travail du poids, plus le travail de N, plus le travail de T. Le travail de P est égal à 0, puisque P est perpendiculaire au déplacement. Je vais effacer. Le travail de N est égal aussi à 0, puisque N est perpendiculaire au déplacement. Et de toute façon, comme P plus N, ça vaut 0, même si je n'étais pas perpendiculaire au déplacement, la somme de ces deux travaux doit forcément faire 0. Donc il me reste juste le travail de la force de freinage, grand T. C'est une force qui est constante en norme et en amplitude. Donc je sais que ce travail, ça va être tout simplement T scalaire le déplacement total entre l'état initial et l'état final. Donc ça veut dire ici, je vais écrire directement norme de T que multiplie le déplacement total, c'est-à-dire petit d. Si je voulais l'écrire proprement, j'écrirais que c'est l'intégrale de delta W, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à petit d de T scalaire dl. J'écrirai ensuite que T, c'est moins la norme de T fois le vecteur Ex, parce que T est vers la gauche, donc Tx est négatif. Donc plutôt que d'écrire ici Tx, je vais écrire moins la norme de T. Et puis je sais que dl, c'est un dx fois Ex. Donc T scalaire dl, c'est moins norme de T fois dx. Donc le travail, ça va être donc l'intégrale de 0 à petit d de moins T fois dx. Comme ça, c'est une constante, je peux le sortir de l'intégrale. Il va me rester moins norme de T fois intégrale de 0 à d de dx qui vaut petit d. Voilà. Ok, ça c'est la façon complète d'y arriver. Donc, je me retrouve avec moins 1/2 de mv0 carré est égal à moins norme de T fois petit d. Donc, les signes moins vont se simplifier. Il va donc me rester finalement à la fin que la distance d'arrêt, ça va être mv0 carré sur norme de T. Mais on avait vu que norme de T, c'est mg sur 2 normes de T. Donc il va me rester mv0 carré sur 2 mg. Les masses vont se simplifier. Et au final, j'ai que la distance d'arrêt s'écrit v0 carré sur 2g. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pu intuiter par analyse dimensionnelle, le v0 carré sur g. Ce que vient de me montrer le calcul, c'est qu'il faut rajouter un petit 1/2 devant pour avoir le bon résultat. Et j'ai oublié tout simplement de me mettre un petit mu. Alors je l'ai oublié où? Je l'ai oublié. Norme de T ici, il y a un mu. Alors attention. Norme de T, c'est mu fois norme de N. Et norme de N, on a vu que c'était mg. Donc c'est mu mg. Donc 2g mu. C'est bien homogène parce que mu est sans dimension. Et v0 carré sur g, c'est bien homogène à une longueur. On retrouve que si le coefficient de frottement est très très grand, ben la distance va diminuer. C'est normal, ça accroche plus. Si mu tend vers 0, je me retrouve sur une patinoire, ça glisse, ben la distance d'arrêt va augmenter. Voilà, donc on a quelque chose qui est homogène et puis en plus relativement cohérent. Plus la vitesse initiale est grande, plus il me faudra une distance grande. Plus le poids est important, plus cette distance sera petite, parce que je vais être un peu plus écrasé sur le sol.